Tout de suite, oui. Euh, Voilà, j'ai donc lancé l'enregistrement. Je remercie les présentateurs de cette première partie de symposium d'avoir accepté qu'on enregistre et qu'on mette à disposition la vidéo de l'enregistrement sur le site du colloque. Et la parole à Joris. Bonjour à tout le monde et merci de nous avoir rejoints cet après-midi. Donc, on a commencé ce symposium ce matin avec 3 présentations. Je vais peut-être pas refaire l'introduction en entier, mais juste pour briefer les quelques personnes qui n'auraient pas été présentes tout début. On a souhaité proposer un symposium avec Bernadette Charlier sur un regard croisé sur les pratiques des acteurs de l'éducation. À la lumière de la crise du Covid-19 qu'on a eu donc lors du passage de l'enseignement forcé à distance. Nous avons eu ce matin 2 présentations, une présentation autour de l'évaluation dans l'enseignement, une autre sur les défis et les opportunités de l'enseignement à distance à partir du vécu des enseignants, et puis une autre sur le point de vue des directions d'établissement en fait. Et donc là, on va commencer cet après-midi avec 2 présentations à partir des pratiques d'enseignement et d'apprentissage à partir des pratiques d'enseignement d'apprentissage des apprenants donc et d'enseignement. Et 2 présentations, la suivante sera sur l'aspect social des pratiques d'enseignement aussi, mais au niveau de l'université, et on aura l'occasion de quitter un peu nos contrées européennes avec un regard sur la situation au Cambodge. Voilà, alors sans plus attendre, notre première présentation. On va condenser 2 présentations là au tout début qui sont issues d'un même projet de recherche. Ceci en fait pour nous permettre de gagner un petit peu de temps pour laisser du temps de parole correct à chacune des présentations. Donc on vous présente deux contributions issues de la recherche Explore Transtet que nous menons au Centre de didactique universitaire de l'Université de Fribourg sous la direction de la professeure Bernadette Charlier. Ce projet a pour but d'étudier les transformations de pratiques d'enseignement et d'apprentissage au travers des transitions de dispositifs éducatifs, et bien sûr que ce que nous avons vécu là avec le Covid a été une transition entre un mode d'enseignement en présence et tout d'un coup forcé à distance. Et donc, c'était une opportunité intéressante pour nous de mener nos premières explorations dans ce projet-là. Alors, la première présentation, exploration des transformations de pratiques avant et pendant l'enseignement à distance. Je vais débuter et je passerai la parole à ma collègue Laura tout à l'heure. Le point de départ de notre projet a été de nous demander comment peut-on appréhender et comprendre les transformations de pratiques d'apprentissage, et en particulier lors des transitions d'un dispositif à l'autre. On vous présente donc le cadre théorique que nous avons mobilisé pour élaborer cette approche méthodologique que nous proposons. Et cette approche, on l'a éprouvée en l'appliquant à la transition vers l'enseignement à distance vécu au mois de mars. Et en fin de présentation, on vous présentera donc des résultats de ces transformations que l'on a pu observer. Comment appréhender et comprendre les transformations de pratiques d'apprentissage? Cette question, elle reste aujourd'hui un véritable défi lorsqu'on s'intéresse à l'impact de la numérisation ou plus simplement du recours à tel outil ou dans les situations d'enseignement-apprentissage. C'est un défi en raison de la complexité systémique des relations entre l'apprenant, les caractéristiques de l'environnement, celles issues de l'interaction entre l'apprenant et l'environnement, ainsi que les résultats d'apprentissage. C'est un défi aussi en raison de la quantité importante de variables qui entrent en jeu, et donc de la grande quantité de données à considérer pour chacune de ces composantes. Et en fait, on est face à un problème d'intelligibilité. En d'autres termes, comment faire en sorte de voir concrètement ce qu'il se passe lorsque l'environnement d'apprentissage change, lorsque l'apprenant évolue, lorsque les interactions entre l'apprenant et son environnement se génèrent, et enfin, qu'est-ce que ça change au niveau des apprentissages? Alors, l'approche méthodologique que nous proposons consiste à considérer l'EPA, donc l'environnement personnel d'apprentissage, comme révélateur des transformations de ces pratiques. D'abord, avec un étudiant qui commence une activité d'apprentissage avec sa propre pratique de son EPA et qui régule cette
cet EPA en interaction avec l'environnement et il en résulte éventuellement de nouveaux instruments et une transformation de son EPA que l'on peut appréhender à ce moment-là comme un résultat d'apprentissage. On va donc tenter de montrer qu'il est possible de rendre compte des transformations de pratique au niveau des intentions, des stratégies et des instruments et des connaissances des individus. Au niveau du cadre théorique, une première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une pratique? Comment est-ce qu'on peut la conceptualiser? Alors, dans un article récent, Goodyear proposait une théorisation de la pratique pour étudier et comprendre comment les enseignants et les étudiants conçoivent et configurent les espaces d'apprentissage en décrivant ce que ces personnes font réellement. Dans son article, l'auteur présente bien les fondements sociologiques de cette approche théorique et son intérêt pour la recherche en technologie de l'éducation, à savoir le fait de pouvoir prendre en compte l'interaction entre l'individu et son environnement, la mise en évidence de structures stables et la possibilité d'appréhender des changements dans ces structures. Alors, à quoi reconnaît-on une pratique? Eh bien, d'abord à son... Ah, j'ai un problème d'ordre d'apparition de mes éléments. Je parle d'abord de l'entité ici. La pratique existe en tant que quantité et en tant que performance. Si on prend l'exemple du ski que l'on illustre, qui est illustré à droite là, eh bien on peut bien reconnaître le ski comme une entité. On peut en faire un guide, un cours, une théorie, ça existe en tant que tel. Mais on peut aussi reconnaître la pratique d'une personne qui skie juste maintenant en tant que performance sous nos yeux. Et nos deux skieurs là à l'écran n'ont pas la même performance de la pratique du ski. La pratique, elle existe aussi en tant que projet et objet, que projet orienté vers la réalisation d'un objet. Et ces deux éléments sont souvent mélangés dans les représentations des individus. Mais donc, on skie pour s'échapper au quotidien, pour prendre soin de son physique, préparer une course. On reconnaît la pratique au niveau de son architecture, qui est distincte et quand on observe la relation entre le projet et l'objet de la pratique, les patterns d'action, les discours et les relations qui caractérisent cette pratique, ainsi que quand on observe l'arrangement des ressources sur lesquelles s'appuie cette pratique, le matériel, les compétences, les pensées, le discours. Et enfin, Goodyear nous rappelle que la pratique ne vient pas de nulle part. Il y a une mémoire des pratiques et il y a aussi une tradition de la pratique. Alors pour théoriser la pratique, l'auteur Goodyear nous précise l'importance de procéder à un zooming in la pratique, donc d'aller la voir en détail en tant que telle, mais également de procéder à un zooming out pour mettre en relation cette pratique avec son contexte, l'observer dans la relation avec son contexte. Comment conceptualise-t-on l'EPA? Donc la variable que l'on peut observer comme révélatrice des pratiques, eh bien, l'EPA est une représentation subjective, donc que se fait une personne, des instruments et d'un projet d'apprentissage. Ces instruments s'organisent en systèmes d'instruments au sein d'un système d'activité d'apprentissage dans lequel il y a un processus de construction et de régulation de l'EPA par l'apprenant. Les instruments, eux, sont composés d'artefacts et de schèmes. Donc, l'instrument, c'est l'outil dans l'action, hein, qui exprime les actions menées dans une intention d'apprentissage. Ça, c'est les schèmes. Ces actions, elles utilisent des artefacts techniques qui peuvent être matériels ou numériques. Elles vont appliquer des artefacts pédagogiques que l'on peut considérer comme étant les stratégies cognitives et métacognitives, et ainsi que les formes de médiatisation des connaissances, donc les sources d'information. Ces schèmes visent l'acquisition d'artefacts didactiques, que sont les connaissances et les compétences. Et dans l'action, on va aussi observer des artefacts sociaux que sont les individus ou les groupes, ainsi que les règles et les valeurs internes ou externes à l'individu. Comment appréhender et rendre en compte l'EPA? Eh bien, en le modélisant, c'est-à-dire en traduisant sous forme d'un modèle formel le discours de l'étudiant sur ses pratiques d'apprentissage, sur son projet, sur ses ressources et sur l'articulation de tout ça. C'est ce que permet de faire la méthode de modélisation des EPA, qui utilise un système de concepts et de symboles dont vous avez une représentation ici à l'écran. On voit là donc l'activité de l'apprenant ou sa pratique comme
représenté comme un système d'instruments d'apprentissage. Et vous retrouvez les couleurs qu'on a vues sur la dia précédente, en jaune, les actions de l'apprenant, en bleu des artefacts techniques, en orange les artefacts pédagogiques qui sont distingués au moyen d'une typologie de stratégie cognitive et métacognitive, celle de Béguin. On le retrouve dans les labels de ces cartes. Et en vert, on a les artefacts didactiques qui sont distingués au moyen d'une taxonomie de connaissances et de compétences, celle de Paquette, ainsi que les artefacts sociaux. Donc, on retrouve dans cette modélisation les repères d'une pratique telle que la conceptualise Goodyear. On voit une performance, donc la pratique en performance. On voit le projet et l'objet de la pratique, hein, ce que l'on cherche à apprendre par cette pratique. On voit l'architecture du discours, la relation entre les éléments et l'articulation des ressources également. Alors, on a voulu éprouver cette méthodologie, comme je l'ai dit, au cas de la transition vers l'enseignement à distance qu'on a vécu récemment. Donc, au niveau méthodologique, ce que nous avons fait, c'est que nous avons constitué un échantillon de 5 étudiants universitaires. On a eu 5 étudiants du secondaire 1, 4 du secondaire 2 et 5 de l'université au niveau master. Pour mettre en lumière les transformations des pratiques, nous avons mené avec chaque apprenant un entretien d'explicitation lors duquel chacun a explicité une activité de son choix qui illustrait à ses yeux son apprentissage avant, puis une autre activité qui illustrait son apprentissage pendant l'enseignement à distance. Et à partir des enregistrements des entretiens, nous avons produit un modèle de PA grâce à l'application IAPA, et nous avons analysé ces modèles afin de répondre à nos questions de recherche, à savoir c'est masqué voilà, mes vignettes, quelles transformations sont observables au niveau des composantes de l'environnement personnel d'apprentissage et aussi quelles transformations peut-on observer au niveau de son architecture. Voilà, je passe la parole à Laura pour la présentation des résultats. Merci beaucoup, Joris. Alors, passons justement à la présentation des résultats. Nous allons présenter le cas d'Alice qui se situe dans le cadre d'un cours de mathématiques en 4e année d'un programme de baccalauréat au collège, donc de maturité. On peut passer à la slide suivante. Merci, Joris. Alice est une élève de 19 ans. Elle dit ne pas être très compétente en mathématiques. Pourtant, elle est motivée à s'améliorer et pour cette raison, elle s'engage dans la réalisation régulière des exercices et dans la participation en classe. Elle se définit comme une personne organisée et elle nous dit vouloir étudier droit après le collège. Enfin, elle précise aussi n'avoir jamais fait l'expérience de suivre un cours totalement à distance. Pendant l'entretien, l'élève a décrit le cours selon son point de vue en portant notre attention aux changements apportés au dispositif de formation par le passage à l'enseignement à distance. Et voici donc quelques éléments importants qu'on pourra croiser par la suite avec nos résultats. Alors, en ce qui concerne le dispositif dans la situation avant le confinement, de manière générale, l'élève perçoit le dispositif comme un cours atelier favorisant une approche pédagogique de la mise en pratique. Donc, l'enseignante présente d'abord la théorie en classe et donne ensuite les scripts des exercices que les élèves sont invités à réaliser en autonomie. Lors de la séance suivante, l'enseignante corrige en plénière les exercices. L'élève dit apprécier ces moments d'atelier en classe car elle a beaucoup d'interactions avec ses collègues et l'enseignant. Pendant l'enseignement à distance, Alice perçoit les ajustements suivants. Alors, d'après ce qu'elle nous raconte, l'enseignant se limite à communiquer le programme et à transmettre des solutions des exercices par courriel. En cas de besoin, les élèves peuvent le contacter par email, mais Alice déplore la tardivité de ses réponses et le manque de rencontres en visioconférence parce qu'elle ne peut plus interagir avec son enseignant comme avant. Voyons maintenant comment la pratique d'Alice a changé par le passage à l'enseignement à distance. Les transformations de la pratique d'Alice que nous allons présenter tout à l'heure sont identifiées dans ce mouvement de zooming in par une approche analytique et holistique des modèles de son environnement personnel d'apprentissage avant et pendant l'enseignement tout à distance. Et ici, on peut voir l'EPA d'Alice dans la situation avant l'enseignement à distance. Ici, vous pouvez observer l'étiquette au centre dans le cercle rouge qui représente son enseignant de mathématiques.
Et comme nous pouvons observer, l'enseignant est lié à 3 schèmes d'apprentissage concernant la réalisation des exercices, la présentation de la théorie et les moments d'interaction en classe. On observe ici par le modèle que l'organisation du cours est un élément central dans la représentation que l'élève s'est fait de sa pratique d'apprentissage. À droite, on observe 2 instruments orientés vers l'organisation personnelle de l'élève, parent classeur, et les moments de révision avec les collègues avant l'interrogation en classe. Et nous pouvons aussi voir que les étiquettes bleues, donc les artefacts techniques, il n'y a que des artefacts matériels et on ne retrouve pas des éléments numériques. On peut passer maintenant à la situation pendant le confinement, excusez-moi. En ce qui concerne la modélisation pour l'OPA pendant le confinement, ce n'est pas possible de vous le montrer par entier parce que ça ne serait pas lisible. Donc, j'ai coupé le modèle pour vous illustrer les éléments salients, les éléments les plus intéressants à discuter. Alors ici, vous pouvez observer un instrument d'apprentissage issu de la modélisation de l'EPA justement pendant. Et comme on a pu voir avant, cet instrument n'était pas présent dans son EPA. Alice le construit pour organiser les tâches et les activités dont elle doit désormais prendre le contrôle dans le but de s'adapter au mieux au passage forcé à l'enseignement à distance. Et comme on peut voir par le schéma d'apprentissage reporté ici, son intention principale est celle de reproduire l'organisation du cours. Passons maintenant à un autre extrait du modèle. En observant les étiquettes bleues, donc les artefacts techniques, on constate que l'environnement technique d'Alice s'énumérise, tout en maintenant certains artefacts physiques, mais on voit qu'il y a des artefacts techniques numériques, qui s'ajoutent. En effet, la pratique d'Alice voit survenir une numérisation des ressources pédagogiques. Les solutions des exercices passent maintenant du format papier au format numérique. Et cependant, il faut dire que c'est l'élève qui décide de ne pas imprimer les documents qui sont fournis par le prof par email et de les maintenir donc en format numérique. Cela l'amène donc à une réorganisation du matériel et au passage de l'utilisation du classeur au dossier électronique. Pour communiquer avec son enseignant, Alice est amenée à utiliser les emails. Pourtant, elle aurait aimé pouvoir continuer à interagir avec son enseignant par des visioconférences. Et en raison de ce manque d'interaction directe avec l'enseignant et les pairs, ainsi que son impression de ne pas être douée en mathématiques, Alice réalise les exercices avec une amie plus compétente à l'aide d'outils de visioconférence comme Zoom ou FaceTime, que vous les pouvez retrouver dans les étiquettes bleues à droite du modèle. Passons à la slide successive. Ici, j'ai reporté une citation directe de l'élève. Elle dit « J'aurais aimé avoir des cours en visioconférence, même si ça ne remplace pas la présence physique. L'interaction avec l'enseignant et l'obligation de la présence m'auraient motivé plus à m'engager dans la réalisation des exercices. » Donc, on voit qu'elle manifeste un réel besoin d'interaction avec l'enseignant. Pour passer en conclusion de cette présentation, je vous propose ici une synthèse des transformations qu'on a pu observer dans la pratique d'Alice par le passage à l'enseignement à distance. Comme on vient de voir, son environnement technique se numérise et de manière générale, on a pu voir aussi qu'elle met en place une démarche d'autorégulation par l'organisation et la gestion des tâches, la réorganisation du matériel sous format numérique, le fait de s'adresser à l'enseignant uniquement en cas de blocage et la validation des exercices à l'aide d'un ami doué en mathématiques. Pour terminer, c'est intéressant aussi de constater que l'introduction d'outils numériques pour communiquer n'amène pas forcément plus d'individus dans sa pratique. En effet, nous avons retrouvé uniquement la présence de l'enseignant avec lequel l'élève se limite à communiquer par email en cas de besoin et le collègue doué en mathématiques. Donc, c'est tout de mon côté avec ma synthèse. Je passerai directement la parole à mes collègues Katharina Baran et Bernadette Charlier. Alors, merci beaucoup Joris et Laura. Nous allons maintenant passer à la deuxième présentation. Compte tenu du fait qu'elle est issue du même projet de recherche, on ne va pas exposer les éléments théoriques et méthodologiques, mais directement passer au mouvement de zooming out pour répondre à la question de que nous apprennent les transformations des pratiques d'apprentissage en période Covid. On reprendra notamment le cas d'Alice pour présenter. Donc, nous allons vous présenter les questions de recherche, puis illustrer
la première série de questions avec le cas d'Alice et ensuite passer aux propositions de pistes de recherche pour la pratique. Alors, la première série de questions s'intéresse à mettre en lien les transformations de pratique des étudiants en fonction des catégories du modèle systémique. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit des caractéristiques individuelles, celles du dispositif, ainsi que la représentation que les étudiants se font du dispositif. Dans la deuxième série de questions, on s'intéresse aux besoins qui émergent des pratiques et savoir quelles sont les pistes à envisager pour la recherche. Donc, commençons d'abord par aborder la transformation du dispositif. Donc, cela nous permettra de comprendre les transformations des pratiques d'apprentissage en lien avec les caractéristiques du dispositif. Alors, selon la typologie ISUP, avant la distance, le cours était qualifié de type 5 métro, c'est-à-dire un dispositif centré sur l'apprentissage qui accorde une attention particulière à la participation active, le soutien et l'accompagnement des étudiants ainsi que l'entraide entre les pairs. Avec la mise à distance, le dispositif passe plutôt vers une typologie 1, donc de type SEN, et qui est maintenant centré sur l'enseignement, et donc où l'enseignant fournit les ressources pédagogiques aux élèves. Ce qui nous intéresse plus particulièrement dans notre recherche, c'est l'interaction entre les caractéristiques individuelles et celles de l'environnement. Nous allons donc voir les différentes influences. Au niveau des caractéristiques individuelles, représentées par le rectangle orange, par le rectangle jaune, pardon, Alice a une vision relativement positive d'elle-même et de la situation. Elle possède une grande capacité d'autodirection qui lui sera favorable dans les modifications de ses stratégies d'apprentissage. Avant la distance, l'élève possédait déjà un environnement social lui permettant de demander de l'aide en cas de souci, par exemple auprès de ses camarades ou de son enseignant. Enfin, Alice se définit comme une personne organisée, lui facilitant ainsi son adaptation au nouveau dispositif d'apprentissage. Au niveau de l'environnement d'apprentissage, donc le rectangle vert, le cours passe d'un niveau 5 à un niveau 1, donc en résumé d'un focus centré sur l'apprentissage à un focus centré sur l'enseignement. Concernant l'absence de visioconférence et donc l'absence d'obligation de présence, on va le voir plus loin, Alice met en place des stratégies pour reproduire l'organisation habituelle du cours pour rester motivée. Enfin, la numérisation de l'environnement va amener au développement de nouvelles stratégies de régulation. Passons maintenant à la catégorie qui nous intéresse le plus, celle violette sur l'interaction composante personnelle et composante de l'environnement. La modification majeure réside dans l'autorégulation de l'environnement personnel d'apprentissage de l'élève. Dans la tentative de reproduire le cours habituel, on voit que Alice recherche notamment le remplacement de plusieurs artefacts. Elle se rassure auprès d'un camarade et donne moins d'importance à son enseignant. Elle se responsabilise, notamment en consultant les dossiers d'années précédentes pour réviser et travailler avec ses camarades. Nous constatons aussi un EPA pendant la mise à distance qui est moins social que celui d'avant la distance. L'étudiante sélectionne les personnes à qui elle demande de l'aide, alors qu'avant, elle possédait plus de ressources, mais qui étaient moins ciblées. Enfin, si l'EPA devient moins social, il s'enrichit avec la distance et révèle notamment une certaine capacité d'autorégulation de la part de l'élève. Cela n'indique pas si l'élève en est consciente, mais cela prouve qu'elle en est capable. Enfin, dans les résultats d'apprentissage, le rectangle bleu, nous constatons le développement du savoir-devenir et de l'autonomie de l'étudiante. Durant son entretien, elle fait le lien avec la préparation que cela lui apporte pour ses études universitaires futures. Elle fait donc preuve de transférabilité de son expérience pour un nouveau projet. Reste à savoir en quelle mesure les nouveaux instruments développés durant la distance resteront dans la pratique d'Alice. Oui, alors je reprends pour les conclusions. Bonjour, en fait, on vous a présenté un seul cas. On est en train d'analyser les 18 autres et ça amène pas mal d'éléments. Donc, effectivement, je vais essayer de vous présenter rapidement ces besoins qui émergent, les pistes pour la pratique et les pistes de recherche. Merci de passer la dia suivante, Joris.
Alors, ce qui est intéressant de voir au niveau de ce qui émerge de nos résultats, c'est d'abord le rôle de la transition brusque d'un environnement d'apprentissage à un autre, qui impacte fortement les pratiques d'apprentissage des étudiants. Alors, en faisant la revue de la littérature, on se rend compte, même si on a l'impression que c'est la toute première fois qu'on vit, et bien sûr, c'est la toute première fois qu'on vit ce genre de transition, du point de vue des élèves, la transition d'un environnement à l'autre a existé. On passe du primaire au secondaire, du secondaire au supérieur, et les recherches antérieures apportent des éléments intéressants, et notamment des travaux qui datent de la fin des années 90, qui indiquent que vraiment l'effet destructeur d'une transition brusque d'un environnement d'apprentissage à l'autre, qu'on observe également ici, avec justement éventuellement une perte d'autorégulation, le fait aussi d'être désorienté quelque part. Et ici, dans nos résultats, on a une forme de fermeture de l'EPA dans le sens qu'il devient moins social, un isolement donc possible des étudiants, une perte d'autorégulation, ou au contraire, et ça va dépendre des caractéristiques individuelles de départ, comme on le voyait aussi d'ailleurs dans les recherches antérieures, ce qu'on constate dans la littérature, éventuellement une ouverture à des artefacts en dehors de l'environnement et le développement parfois important de compétences d'autorégulation. On peut passer la dia suivante. Alors, pour moi, pour nous, c'est important d'insister pour tous les chercheurs qui travaillent sur ce genre de questions, pour dire qu'il n'est pas possible de tirer des conclusions du passage forcé à distance qu'on en a tous vécu à tous les niveaux, y compris d'ailleurs en formation d'adultes ou en formation continuée, sans tenir compte des caractéristiques individuelles de départ des étudiants, et sans tenir compte de ce qu'on a appelé le learning design des environnements. Vous avez peut-être été étonné qu'on fasse appel à une typologie que certains connaissent, puisque Françoise a contribué aussi à ces travaux-là, mettre en évidence en fait une typologie de dispositifs qui est valable pour le moment pour l'université, mais qui nous permettent en fait d'identifier ce qui fait que des choix pédagogiques s'articulent entre eux pour former une configuration spécifique qui va amener des résultats similaires au niveau de l'apprentissage. Et donc, pour pouvoir faire des comparaisons entre les différents niveaux d'enseignement, entre les cas individuels, et donc finalement, pour comprendre les transformations pratiques d'apprentissage, on a besoin d'avoir des points de repère, on va dire, communs. Et ce sont ces descripteurs de learning design des environnements d'apprentissage et de leur transformation par les enseignants. Avec le cas d'Alice, on a un cas absolument, je dirais presque extraordinaire, qui est le passage d'un type 5 à un type 1, où vraiment on voit que l'enseignant a complètement changé sa pratique d'enseignement pour se limiter à essentiellement la transmission de contenu et des feedbacks aux élèves. Et puis, deuxième élément, au niveau plutôt des pistes de recherche, on voit, j'espère qu'on pourra peut-être en parler dans la discussion, que la méthode de modélisation des EPA apparaît pertinente pour non seulement les chercheurs, mais sans doute aussi, on l'espère, pour les praticiens, les enseignantes et les enseignants, afin d'appréhender les changements de pratique d'apprentissage des étudiants en lien avec la transformation justement des learning design, des cours, donc des environnements d'enseignement et d'apprentissage. On peut passer à la dia suivante. Alors, quels besoins et quelles pistes, quelles questions on peut se poser? Alors, au niveau d'abord des questions, il serait peut-être intéressant, il serait sûrement intéressant au niveau de la suite, est-ce qu'on va commencer à faire évidemment dans notre analyse de tous les résultats que l'on a. Quelles seraient les transformations pratiques qui conduisent au succès chez les élèves et surtout en fonction de quelles caractéristiques de départ. Et puis alors plutôt au niveau de nos pratiques d'enseignement, on peut se poser la question de comment accompagner nos étudiantes et étudiants dans ces transitions. Alors les transitions brusques qu'on vit maintenant, mais peut-être aussi les transitions qu'ils vont vivre dans leur parcours scolaire ou leur parcours de formation. Comment les aider à comprendre les transformations des environnements d'apprentissage et à y réagir. Et de même, au fond, la même question pour les enseignants, hein, comment les accompagner à ces transformations et surtout à comprendre et analyser l'impact de leurs choix sur et pour les apprenants.
On peut aussi se demander, comme Katharinelle a dit à la fin de la présentation du cas, quels effets à long terme on pourra observer sur les pratiques d'apprentissage des étudiants, sur leur environnement personnel d'apprentissage suite à ces différents moments d'enseignement à distance forcé. Je peux passer à la DIA. Voilà, ça, ce sont nos références et merci beaucoup pour vos questions et le débat. Merci à Françoise pour l'animation. Bravo, merci pour cette présentation. Je coupe ici l'enregistrement.